Bonjour à tous et bienvenue à la quatrième séance concernant le traitement et l'analyse d'images de télédétection, module géoinformatique, filière STU, semestre 4. À la fin de cette séance, vous allez comprendre les diverses données satellites et leurs applications, connaître les caractéristiques d'une image numérique et ses principaux paramètres, et enfin, décrire les différentes techniques pour améliorer la qualité d'image pour l'analyse ultérieure. Les satellites ici jouent un rôle, on peut dire, important à la fois sur les plans économiques, la télécommunication par exemple, militaire, renseignement et scientifique. Donc en gros, nous avons 5 catégories de satellites. Les satellites open data, open source, comme celui de Landsat, qui offre une période de plus de 40 ans, depuis les années 1970, avec une résolution de 30 mètres. Nous avons aussi maintenant Sentinel, donc c'est une mise à niveau, je peux dire, de Landsat. Elle est opérationnelle depuis 2014 avec une résolution de 15 mètres. Vous avez, on peut dire aussi les satellites commerciaux, comme le satellite Mohammed VI, qui porte le nom de notre roi. Donc le satellite Mohammed VI, lancé en 2017 et 2018, le 1 et B, c'est une gamme de Pléiades avec une résolution de 2 mètres et panchromatique de 70 cm. Vous avez aussi Spot, la gamme Spot, qui offre une résolution très très bonne. GeoEye aussi, c'est un satellite qui est commercial, qui offre une résolution à peu près de 1,5, 1,6 mètres. Et déjà, c'est Google, elle a les droits sur ces images que vous voyez, par exemple, si vous utilisez Google Maps, ainsi de suite. Vous avez encore des satellites météorologiques, comme celui de NOAA-JOICE, donc qui permettent d'obtenir une vue, on peut dire, quasi réelle des conditions météorologiques. Vous avez encore Aura, qui est dédié ici à la découverte de la qualité de l'air, la santé du climat. Par la suite, nous avons des satellites de géodésie, à savoir le satellite GNSS. GNSS, c'est quand vous activez par exemple la localisation sur vos smartphones. Alors là, vous vous connectez directement à GNSS, comme ça, elle va se repérer la localisation de vos téléphones et de vos mails. Vous avez encore des satellites comme celui de géodésie, comme celui de SRTM, qui offre des modèles de terrain avec une résolution de 30 mètres. Il y en a aussi Aster, du satellite Terra aussi. Il y en a d'autres satellites utilisés pour les océans, comme celui de Jason, qui est responsable ici de la cartographie de la bathymétrie. Vous avez Seastar, utilisé par les biologistes, elle est essentielle vraiment pour la biologie des océans. Vous avez encore SMOS, d'accord, le satellite SMOS. Il mesure l'humidité et la salinité des océans. On peut utiliser pour explorer la Terre, on peut utiliser quelques plateformes d'imagerie, donc comme celui de Mapbox. Donc normalement, à part Google Earth, Google Maps, donc Mapbox supprime l'encombrement, je peux dire, et vise la clarté. Vous pouvez utiliser NASA Worldview. Alors là, nous savons à quoi ressemble la Terre en utilisant Mapbox, Google Earth, etc.
mais à quoi ça ressemble maintenant. Alors là, vous pouvez utiliser NASA Worldview. Vous avez aussi Esri, World Imagery. Donc Esri ici rassemble des images de plus de 300 contributeurs du monde entier. Comme ça, il va vous donner plus des fonds de cartes les plus puissants et les plus récents. Vous avez Esri Wayback Atlas. Donc celui-ci, elle est semblable à Google Earth. Comme ça, il vous permet d'avoir une évolution spatio-temporelle des images. Au-delà de visible, vous pouvez utiliser Landsat Explorer et Sentinel Playground. C'est comme ces petites poupées russes. Vous voyez des couches sur des couches, d'accord? Ce qui vous permet ici de voir le monde de nouvelles façons, comme celui par exemple de proches infrarouges, ou utiliser des index plutôt spectrales, ou la façon dont nous voyons, nos yeux le voient. Donc comme ça, vous pouvez soit utiliser ces deux plateformes, d'accord? Et ils ont déjà pu faire la combinaison des bandes, etc., etc. USGS Earth Explorer donc offre aux utilisateurs ici plus de 40 plateformes de satellites pour parcourir et télécharger des données, quelles que soient open ou payantes. Alors, il existe des centaines d'applications et utilisations de la détection qui sont liées au monde dans lequel nous vivons. Donc, je vais citer juste quelques-unes, mais là, il y en a vraiment des centaines et des centaines d'applications, non seulement dans le domaine académique ou bien de la recherche scientifique, mais pour d'autres domaines. Par exemple, ici, la sécurité intérieure. Donc, les militaires exploitent ici la puissance de l'imagerie satellite pour récupérer des informations sur les ennemis, et c'était le départ de la détection, soit pour le programme Corona lancé en 1960, ou par l'Union soviétique, c'est Sputnik en 1958. C'était pour les renseignements. Puis on peut utiliser pour l'agriculture de précision, ici, utilise des différentes, on peut dire, longueurs d'onde de lumière pour voir à quel point les cultures sont saines. Donc là, et ça peut donner une idée, et sur des quantités variables d'engrais, par exemple, sont élaborées pour garder, on peut dire, l'argent dans les poches des agriculteurs. Dans le domaine d'exploitation minière, donc il y a plus de 4000 minéraux naturels sur Terre, et chacun sa propre composition chimique. Le fait d'avoir ici, je peux dire, des bandes spectrales comme des capteurs hyperspectraux, dans la possibilité ici de cartographier plus de minéraux. Aussi pour l'étude de l'urbanisation ou bien l'expansion urbaine, on peut utiliser la télédétection pour voir et prédire l'expansion urbaine pour donner des résultats et des solutions aux décideurs. Ce qui est important, c'est qu'elle n'est pas juste utilisée dans le domaine de recherche, ainsi de suite, mais maintenant, la détection est utilisée pour identifier ou même capturer, attraper, je peux dire, les fraudeurs fiscaux en flagrant les délits en localisant ici de nouvelles constructions et des modifications de bâtiments. Par exemple, il était utilisé en Europe pour localiser ceux qui ont pu construire les piscines sans autorisation ou bien sans payer. Aussi pour la facturation de primes d'assurance, donc ils ont utilisé quelques agences, ils ont utilisé la détection, surtout ici, c'est les données radar et lidar, pour qu'ils puissent identifier les zones sujettes aux inondations. L'acquisition et la numérisation ici, puis à l'aide des capteurs bien sûr, signifie tout simplement la conversion d'un signal ici analogique en un signal qui est numérique, comporte ici deux opérations. Donc, c'est-à-dire avoir une image numérique, ça nécessite
de passer par l'acquisition et la numérisation des informations. Donc, vous avez premièrement l'échantillonnage, d'accord? Donc là, est chargé d'intégrer sous forme de points, c'est-à-dire ici je parle de pixels, l'information qui se trouve dans une zone déterminée. Donc ces points-là, ce sont les plus petits éléments qui constituent une image énorme, ici pixels. Donc là, c'est l'échantillonnage. Par la suite, on passe à la quantification. Là, ce sont deux opérations qui sont parallèles. On prend un pixel et puis on passe à la quantification par la suite. C'est en parallèle. Une fois que l'image ici est échantillonnée, il sera nécessaire de codifier numériquement la valeur de chaque pixel. Ce processus permet ici d'assigner un nombre, d'accord, de niveaux, de bits à chaque pixel. On parle ici d'une résolution qui est radiométrique, et là, c'est la résolution qui est spatiale. C'est comme ça comment on peut avoir une image qui est numérique ou bien on passe à la numérisation. Donc, l'image numérique, donc, l'énergie enregistrée ici par le capteur est transmise, souvent par des moyens électroniques, bien sûr, à une station de réception. Ça, c'est le principe de télédétection. Ou ici, l'information transformée en image. Ça, c'est le principe d'acquisition et la numérisation. Donc, l'image ici est constituée par une ou plusieurs, on peut dire, bandes ou matrices. Par exemple, les bandes du capteur et du numéro ici. On peut les ND, c'est le numéro digital, ou bien on les appelle les comptes numériques, ou bien les niveaux numériques aussi. C'est-à-dire qu'ils sont des fonctions ici multidimensionnaires. Donc, une image ici, d'accord, une image, c'est un tableau avec des colonnes et des lignes à deux dimensions, connu ici sous forme, d'accord, ou bien sous le terme de format raster ou bien matriciel. Donc, parce qu'il y a plusieurs pixels. Donc, pour résumer, on peut dire qu'une image, une représentation plane d'un objet réel, c'est un tableau à deux dimensions, d'accord? C'est-à-dire qu'il est constitué ici par des pixels, et le nombre de pixels et la taille de pixels, donc quand je dis le nombre, c'est-à-dire il dépend aussi de la taille, puisque la taille est petite, normalement nous avons plus de pixels, donc détermine ici la précision de l'image. Donc le pixel est défini par ses coordonnées en ligne, d'accord, ses coordonnées en colonne, et le niveau numérique, ça c'est la valeur, c'est-à-dire c'est l'information stockée à l'intérieur de chaque pixel. Donc, puisque nous avons parlé d'images numériques, l'acquisition, etc., maintenant passons aux bandes. Donc, en effet, pour les images multispectrales, même hyperspectrales, les bandes sont collectées d'une manière qui est individuelle. D'accord? Sont collectées individuellement. Et chaque bande, d'accord, chaque bande, comme vous voyez ici, ça c'est une bande, c'est une image de la lagune de Khnifis au Maroc, au sud du Maroc, d'accord? Donc chaque bande est sa propre, on peut dire, image dans une longueur d'onde qui est spécifique. Comme vous voyez ici, un exemple des bandes de Landsat 8, du capteur OLI, quand vous voyez ici, pour chaque bande, par exemple le bleu, voilà la bande bleue, d'accord, c'est là. Voilà la bande bleue. Quand vous voyez, elle a, on peut dire, une longueur d'onde qui est spécifique, entre par exemple 0,47 et 0,65, par exemple. Quand vous voyez que chaque bande, elle a une longueur d'onde qui est spécifique. Donc ça, normalement, vous devriez, à chaque fois quand vous téléchargez une image satellitaire ou bien vous voulez utiliser une image satellitaire, alors il faudrait tout simplement avoir tous ces notions-là. Ici, donc, chaque satellite, on peut dire, offre un nombre spécifique de bandes. Par exemple,
spot, vous avez la partie visible et la partie infrarouge, proche infrarouge, moyen infrarouge, QuickBird, juste la partie visible, la partie infrarouge, Landsat, Sentinel, NOAA. Vous voyez que vous avez plusieurs bandes qui peuvent aller jusqu'au entre 3 et 10. On peut résumer que les satellites qui offrent des images à très haute résolution, vous allez en général 4-5 bandes. Mais ceux qui sont à moyenne à faible résolution, ils peuvent aller jusqu'au la bande qui est thermique, c'est-à-dire l'infrarouge thermique. Quand je dis l'infrarouge thermique, c'est pas émis par le capteur ou bien par le soleil, mais il est émis par la surface terrestre. Ce type d'infrarouge, vous n'allez pas le trouver si vous utilisez les images à très haute résolution comme celui de Spot, QuickBird, Econos, etc. Donc, passons maintenant au traitement, puisque nous avons pu voir la numérisation, l'acquisition, les bandes et tout ça. On passe maintenant au traitement et l'amélioration de l'image. Donc, le traitement comprend, on peut dire, est l'ensemble des techniques appliquées aux images numériques dans le but ici d'améliorer la qualité, d'accord, visuelle ou de faciliter la recherche et l'extraction de l'information. C'est-à-dire vous avez l'image, on peut dire numérisée, elle va passer par un processus ou bien un processeur qui va tout simplement donner une deuxième image qui a passé par une amélioration, une codification, une restauration et d'autres paramètres de sortie, à savoir qui accompagnent bien sûr ces données-là, c'est l'analyse et la modélisation. Donc, puisque lors de l'acquisition, il y a toujours, on peut dire, contient des erreurs. Donc, pour savoir identifier les sources d'erreurs, on pose deux questions. Qu'est-ce qu'on regarde, c'est-à-dire les propriétés radiométriques et atmosphériques, et où est-ce qu'on regarde ici, c'est-à-dire c'est les caractéristiques géométriques de l'objet de l'image. Donc, en fait, une image satellite est soumise à une série de facteurs qui perturbent ici la réception et introduisent des erreurs dans l'image. C'est-à-dire que nous aurons des erreurs. La question, comment on peut dire, corriger ces erreurs-là? Nous avons trois, on peut dire en gros, types d'erreurs. Nous avons des erreurs liées au capteur qui introduisent des pixels qui sont incorrects et qui nécessitent une correction qu'on appelle radiométrique. Puis nous avons des erreurs liées ici au mouvement de satellite lui-même, ou de mécanisme aussi de réception, et qui génèrent des distorsions dans l'image. C'est comme si nous avons parlé la dernière fois, les distorsions de système de projection, c'est à peu près pareil. Donc il nécessite ici les corrections qui sont géométriques. Et à la fin, nous avons ici des erreurs qui sont liées à l'atmosphère. Là, on parle de l'interaction de rayonnement émis avec l'atmosphère. Là, c'est l'absorption, la diffusion. Ici, on a déjà parlé de la fenêtre atmosphérique. Et là, elle va modifier la façon systématique des valeurs des pixels, suite à l'absorption ou la diffusion, ainsi de suite. Donc, il nécessite par la suite une correction qu'on appelle atmosphérique. Donc, puisque l'image acquise par les capteurs satellites contient des erreurs, alors des pré-traitements, d'accord, sont nécessaires. Donc, en général, ce genre de traitements sont déjà effectués par les fournisseurs, je peux dire, des imageries, d'accord. Et là, l'hierarchie, on peut dire, de traitement, elle est à peu près la même pour tous les types de satellites. Donc, vous avez une correction radiométrique, l'étalonnage, changer les niveaux ici digitaux par les valeurs de radiance ou même des valeurs de température de brillance. On passe par la suite à une correction atmosphérique liée à l'absorption et à la diffusion. Il supprime ici les valeurs de diffusion et l'absorption de
l'atmosphère. Par la suite, la correction géométrique, ce n'est pas seulement le géoréférencement, s'il vous plaît, parce que nous pouvons passer par des corrections qu'on appelle orbitales. D'accord? Donc, ce n'est pas juste, quand je dis correction géométrique, ça ne veut pas dire le géoréférencement des données, mais nous avons quelques d'autres corrections. Donc là, c'est juste une petite introduction sur les types de pré-traitement. Donc, corrige ici les distorsions qui sont dans l'image, qui sont liées à la courbure et à la rotation de la Terre, ainsi, par exemple, là, c'est la correction orbitale, ainsi que les variations de la plateforme aussi. Puis, nous avons les détections des nuages. On peut masquer correctement des pixels nuageux pour assurer que les informations obtenues ici sont représentatives de la surface de la Terre. Donc, quand je dis c'est la détection, donc elle dépend, on peut dire, de satellites. Par exemple, les satellites météorologiques, ils n'utilisent pas ce genre de pré-traitement pour qu'ils puissent masquer les pixels nuageux parce qu'ils sont d'intérêt pour des prévisions météorologiques et les études de climat. Alors, on peut les masquer, d'accord? Si le signal ici, les nuages, on peut dire, masquent le signal d'intérêt, à savoir ici les propriétés de la surface terrestre, la couleur des océans, ainsi de suite. Donc, le rehaussement ici de l'image, c'est-à-dire l'amélioration du contraste. C'est une technique ici pour qu'on puisse améliorer l'image. L'objectif ici est d'améliorer la qualité visuelle de l'image. Pour cela, on procède à diverses transformations sur l'histogramme, d'accord, de l'image, on appelle l'étalement. D'accord. Quand vous voyez là, c'est l'image brute, sans étalement dynamique. Quand vous voyez, ce sont des images qui sont monochromes et là, multispectrales. Donc, vous voyez que là, elle est sombre et peu contrastée. Voilà son histogramme. Et puis, on passe à l'étalement du canal. C'était entre 44, par exemple, et 119. Alors, on va effectuer un étalement entre 0 et 255. Et vous voyez maintenant le résultat de rehaussement, d'accord, de l'image. Et quand vous voyez maintenant, après l'étalement, vous voyez une image qui est beaucoup plus claire et contrastée. Voilà le principe ici de rehaussement. On peut aussi parler un peu sur le filtrage. Donc, il est utilisé aussi pour améliorer l'image. Donc, c'est une méthode destinée à augmenter ou à supprimer de façon sélective l'information contenue dans une image. Donc là, les filtres qui sont les plus utilisés, c'est le passe bas, diminue le contraste, le passe haut augmente ici le contraste, le directionnel, d'accord. Et puis, vous avez la détection des contours identifs et ils ont ici les objectifs, les objets homogènes dans une image. Là, c'est le filtrage. Aussi, on peut passer aux fusions d'images entre deux bandes. Ça, elle va améliorer pas la qualité visuelle seulement, mais ça, c'est la qualité, on parle spatiale et non pas spectrale. Donc, d'une image multispectrale. Donc, on va utiliser ici la bande panchromatique, d'accord, à haute résolution, tout en préservant ici l'information spectrale. Nous avons ici une bande panchromatique, caractérisée par une haute résolution spatiale, mais une faible résolution spectrale. Une bande multispectrale, caractérisée par une faible, comme vous voyez ici, résolution spatiale, mais une haute résolution spectrale. Cette fusion va nous donner une image multispectrale, et comme vous voyez, avec une bonne résolution spatiale. Regardez la différence entre ces deux-là. Là, on a fusionné la bande panchromatique et nous avons pu avoir ce résultat-là. La combinaison des bandes, pour générer des images en couleur, on combine un pourcentage de données des trois couleurs fondamentales, le bleu, le rouge, le vert, avec lesquelles il est possible ici donc d'obtenir n'importe quelle couleur du sperme. Donc la combinaison la plus courante, c'est
le bleu, le vert, le rouge, c'est la combinaison vraie couleur. Et nous avons d'autres combinaisons qu'on appelle fausse couleur, puisque ici on dispose de plus de 3 canaux. Rien n'empêche de les utiliser pour créer des images en fausse couleur. Les indices spectraux, quand on dit indices spectraux, cela signifie une nouvelle image dont on peut dire les valeurs des pixels sont calculées à partir des combinaisons, comme vous voyez ici, des bandes. D'accord? Nous avons par exemple plusieurs indices. Là, c'est NDVI pour la végétation. Là, c'est le NDWI, c'est pour la classification de l'eau. Là, c'est pour le bâtiment. Comme vous voyez, on peut combiner plusieurs, on peut dire bandes pour qu'on puisse extraire des informations plus spécifiques. La classification ici des images, c'est le processus d'attribution des classes, on peut dire, de couverture terrestre aux pixels. Par exemple, les pixels comprenant ici l'eau, les zones urbaines, ainsi de suite. Donc, nous avons 3 grandes techniques de classification, non supervisée et supervisée. Donc là, c'est basé sur le pixel, c'est-à-dire il crée des pixels carrés et chaque pixel a une classe. Là, c'est l'image brute, là, c'est la classification. Mais nous avons une 3e classification, on l'appelle orientée objet. Donc là, l'image, il regroupe ici les pixels, d'accord, en forme vectorielle représentative de taille et de géométrie. En conclusion, les données satellitaires sont ouvertes de nouveaux canaux sur notre façon de voir la planète. Le type et le nombre de niveaux hiérarchiques de traitement dépendent du système de détection considéré. Les capacités des ordinateurs et des réseaux informatiques à haute vitesse en rapide évolution permettent l'acquisition d'images et leur traitement à différents niveaux et leur distribution par la suite à la communauté scientifique en temps quasi réel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.